Salutations. Vous êtes dans le train, posé à écouter vos vidéos ou podcasts préférés et d'un coup, vous voyez un passager vous frôler pour descendre hâtivement au prochain arrêt. Vous n'y prêtez pas plus d'attention, mais vous avez quand même repéré sa stature, sa couleur de cheveux et son allure générale. Le lendemain, une goutte de sueur froide glisse doucement sur votre front lorsque vous entendez votre collègue parler de l'arrestation d'un tueur en série à l'arrêt que vous aviez passé. Le tueur en série était le portrait craché du bousculeur dans le train. C'est chaud, non ? Ça vous dit d'autres histoires dans le genre ? On y va. L'un des Hillside Stranglers, Angelo Tony Buono, vivait à Glendale en Californie, à côté d'un centre pour adolescents en 1968. Pendant un certain temps, il a été conseiller bénévole au centre. Après la fermeture, il invitait souvent quelques adolescents à s'asseoir sous son porche pour boire de la bière. J'ai beaucoup bu de bière avec lui sous ce porche. Il racontait des histoires sur son passé de gangster. Il a été renvoyé du centre parce que plusieurs filles, dont ma sœur de 16 ans, se sont plaintes de son comportement effrayant. Mon grand-oncle a vu le tueur en série Wayne Nance quitter le domicile de 2 de ses victimes. Les parents ont été assassinés mais les enfants ont survécu au milieu de la nuit. Mon oncle, qui fumait en cachette, était en train de fumer une cigarette sur son porche lorsqu'il a remarqué un camion quitter la maison située de l'autre côté du champ, en face de chez lui. Comme il s'agissait d'une zone rurale où tout le monde se connaissait, il était étrange de voir quelqu'un arriver ou partir à cette heure de la nuit. Mon oncle est mentionné brièvement dans l'article Wikipédia qui lui est consacré. Nance est connu pour avoir tué au moins 6 personnes, mais il est soupçonné d'en avoir tué davantage. Il a été tué par l'une de ses victimes potentielles moins d'1 an plus tard. Quand j'étais adolescent, je faisais partie d'un groupe à Atlanta. Mon partenaire, qui était noir, oui, cela aura son importance plus tard, et moi étions les chanteurs principaux. Et nous avions différents musiciens pour nous accompagner. Juste après avoir obtenu notre diplôme d'études secondaires, nous avons été approchés par un producteur local qui souhaitait nous signer en tant que duo pour enregistrer des albums, faire de la promotion et organiser des concerts. Nous sommes allés le rencontrer dans son studio en centre-ville pour discuter de notre avenir. Au bout d'1 heure environ, nous sommes repartis sans contrat, mais il a déclaré qu'il aimerait rencontrer mon partenaire plus tard pour discuter des détails. Nous nous sommes regardés pour essayer de comprendre pourquoi il voulait le rencontrer lui et pas nous deux. Nous en avons discuté plus tard et avons décidé qu'il ne correspondait pas à notre style musical, et nous ne l'avons plus jamais revu. 1 an ou 2 plus tard, le producteur a été arrêté pour meurtre. Son nom ? Wayne Williams, le tueur d'enfants d'Atlanta. Je ne vais pas mentionner le nom du tueur, mais cela est arrivé à mon amie quand nous avions une 20aine d'années. Elle vivait avec ses parents dans un immeuble. Un homme d'une 50aine d'années a emménagé dans le même immeuble. Mon amie a commencé à recevoir d'étranges lettres dans son courrier qui ressemblaient à des lettres d'amour. Elles étaient si mal écrites qu'au début, elle pensait qu'elles avaient été écrites par un enfant. Très vite, les lettres sont devenues menaçantes. Quelqu'un a également commencé à venir à leur porte lorsque mon amie était seule. Cette personne a essayé à plusieurs reprises de jeter un œil par le judas. Mon ami et ses parents sont allés voir la police, ce qui n'a rien fait. Finalement, un jour, en pleine journée, cette personne a essayé de forcer la porte en pensant que mon ami était seul à la maison. Heureusement, son père était là aussi, et ils ont appelé la police. La police est arrivée et a arrêté son voisin de 50 ans, qui s'est avéré être l'intrus. Il avait des gants en cuir et des tonnes de cordes avec lui. Mon ami et ses parents ont découvert pendant le procès que cet homme était un délinquant sexuel en série et qu'il avait tué des gens par asphyxie. Il avait également été classé comme psychopathe. Ce qui m'a mis très en colère, c'est qu'il a été condamné à une peine très légère. Ce genre de personne n'a rien à faire parmi les gens normaux. Bruce Mendenhall était nu dans les toilettes du relais routier où je travaillais, en train de se laver dans le lavabo. J'étais seule, avec une seule entrée-sortie et loin du bâtiment principal, en tant que femme de 24 ans, en train d'insulter un tueur en série pour son comportement obscène. J'ai découvert qui il était après son arrestation, grâce aux informations. Depuis, je fais beaucoup plus attention aux étrangers.
C'était en 1974, dans l'ouest de Seattle, et je passais la nuit chez ma petite amie. Elle vivait dans la maison que ses parents louaient avec une colocataire. Vers 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Sa chambre était située de telle sorte que je pouvais jeter un œil par la fenêtre et voir le porche. Je n'ai pas reconnu qui c'était, alors je n'y ai pas prêté attention et je me suis rendormie. Quelques jours plus tard, sa colocataire a ouvert la porte à un type qui lui a dit « Oh, ce n'est pas toi ». Puis il lui a demandé où était l'autre fille, ma petite amie. Il ne connaissait pas son nom et il l'appelait simplement l'autre fille. Avec cela et d'autres événements étranges qui se produisaient à l'époque, ma petite amie et moi avons décidé de la faire déménager dans cette maison pour emménager dans notre propre appartement. Quelques mois plus tard, je suis retournée à la maison louée pour faire quelques réparations avec mon futur beau-frère. Le couple qui avait emménagé après notre départ avait déménagé déjà. Il s'avère que la locataire avait été enlevée au parc d'État de Lake Sammamish et assassinée par Ted Bundy. Elle ressemblait beaucoup à ma petite amie, avec ses longs cheveux noirs. Dans le courrier que nous avons récupéré et qui avait été livré à la maison après le départ de son compagnon, nous avons trouvé des lettres adressées à Ted Bundy. L'homme que j'avais vu à 2 heures du matin cette nuit-là était en fait Ted Bundy. Mon père est né et a grandi dans le Bronx. Il avait une vingtaine d'années lorsque le fils de Sam sévissait dans les années 70. Un soir, lui et sa petite amie étaient assis dans leur voiture après qu'il soit passé la chercher à son travail. Ils ont remarqué une voiture qui passait lentement devant eux. Quelques minutes plus tard, il a vu la même voiture s'arrêter derrière eux, sans phare allumé. Il n'a pas pu distinguer qui se trouvait dans la voiture, mais après quelques minutes sans aucun mouvement, il a commencé à s'inquiéter car le fils de Sam s'en prenait au couple assis dans leur voiture. Il a démarré, mais il a rapidement remarqué que le conducteur les suivait. Alors il s'est arrêté devant un bar local où une foule s'était rassemblée à l'extérieur. Quand il l'a fait, la voiture les a lentement dépassés. Ils ont attendu là pendant quelques heures avant de rentrer chez eux, et heureusement, ils n'ont plus revu la voiture. Il ne sait évidemment pas avec certitude s'il s'agissait du fils de Sam, mais il a dit qu'après cela, son instinct lui disait qu'il y avait de fortes chances que ce soit lui. Ma tante était infirmière dans la prison où le fils de Sam était détenu. Dans le nord de l'État de New York, elle m'a raconté une histoire à propos d'une fois où il avait été agressé ou s'était battu. Après l'incident, elle avait dû recoudre un morceau de son oreille. Ma mère travaillait dans une banque dans les années 90. À l'époque, il n'y avait pas encore de vitres par balles et elle se tenait à la fenêtre du guichet principal. Danny Rolling, qui a inspiré Scream, est entrée et a pointé une arme sur sa tête jusqu'à ce qu'elle lui donne l'argent qu'il voulait. Elle a mis un sac de colorant dans l'un des sacs, ce qui a abîmé une partie de l'argent, et il a dû cambrioler une autre banque. Mon beau-père travaillait avec Robert Schulman à la poste. Il disait qu'il avait toujours des coupures et des bandages au moins. Ma mère était à Gilchrist Beach, au Texas, avec sa jeune cousine. Elle avait environ 18 ans et sa cousine 14. Un homme s'est approché d'elle et, ne regardant que sa cousine, leur a demandé si elle voulait aller à une fête. Ma mère a eu un mauvais pressentiment et a décidé de ne pas y aller, retournant à la cabane avec sa cousine. Quelques semaines plus tard, ma mère a vu une photo de l'homme de la plage dans le journal. Il avait assassiné un homme qui tuait de jeunes garçons. L'homme effrayant de la plage était Elmer Wayne Henley. À Houston, en 1971, un ami et moi travaillions tard le soir dans une station-service. Elmer Wayne Henley nous a invités à une fête avec son ami Dean Corley. Nous n'y sommes pas allés, mais il est revenu plusieurs fois avec des invitations et nous a également proposé de l'herbe gratuite. Au début des années 80, les enfants pouvaient se promener librement. Les parents étaient moins inquiets, je suppose. J'étais un enfant libre. Ma mère célibataire travaillait tard, donc j'étais souvent seule à la maison. Un soir, mon frère est venu nous rendre visite dans l'appartement où nous vivions. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était Fred, un voisin qui habitait quelques appartements plus loin. Fred était le beau-père d'un ami.
Je le connaissais, il organisait des parties de football, de kickball, de Marco Polo, etc. dans la piscine avec nous, les enfants. Alors quand Fred a frappé, j'ai failli ouvrir la porte. Mon frère m'en a empêché. Je lui ai dit « Mais c'est Fred, il est sympa ». Mon frère m'a répondu « Je ne le connais pas, donc il n'entre pas ». Il a entrouvert la fenêtre et a demandé à l'homme ce qu'il voulait. « Je peux avoir un peu d'eau ? J'ai vraiment soif », a demandé Fred. Mon frère lui a tendu un verre d'eau par la fenêtre, puis Fred a demandé s'il pouvait utiliser le téléphone. Je suppose que Fred pensait que cela lui permettrait d'entrer dans l'appartement. Mon frère a attrapé le téléphone mural, avec sa trègue longue rallonge et l'a tendu à Fred, à nouveau par la fenêtre. Je trouvais que mon frère était ridicule. Je connaissais Fred et il me connaissait. Fred savait que j'étais souvent seule à la maison, mais il ne s'attendait clairement pas à ce que mon frère soit chez moi ce jour-là. En tout cas, il n'est pas entré ce soir-là. Et c'était une bonne chose. Moins de 2 ans plus tard, Fred a été arrêté en lien avec la mort d'Amanda Ray, âgée de 12 ans. Il était également soupçonné de la disparition d'un garçon de 5 ans plusieurs années auparavant. Les enquêteurs chargés de l'affaire classée sont convaincus qu'il est également l'assassin de Neely Smith, âgé de 4 ans, qui a été enlevé dans notre immeuble et tué. Mais l'affaire n'est toujours pas résolue. Il s'appelle Fred Coffey. Il purge actuellement une peine à perpétuité dans l'un des établissements pénitentiaires de la Caroline du Sud. Je suis convaincu que Fred venait me chercher cette nuit-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai été épargné. Quand mon fils avait environ 4 ans, nous avions l'habitude de nous rendre en voiture à Mendocino et de séjourner dans la cabane d'un ami. Un dimanche, alors que nous rentrions dans le comté de Sonoma, sur une route très sinueuse, le gros camion derrière nous n'arrêtait pas de faire des appels de phare. Je savais que cela signifiait que quelque chose n'allait pas avec la voiture. Je me suis garé sur une aire de repos et le camion s'est arrêté derrière moi. Le conducteur est sorti et m'a dit que mon pneu arrière semblait dangereusement dégonflé. Nous étions donc là, debout, à regarder mon pneu parfaitement gonflé, quand j'ai remarqué qu'il avait un démonte-pneu à la main, mais qu'il essayait de le cacher derrière lui. Il m'a proposé de m'emmener en ville quand tout à coup, la tête de mon fils a surgi de la banquette arrière. Il dormait recroquevillé dans son siège auto. L'homme a eu l'air surpris et m'a attrapé le bras. Je l'ai repoussé, j'ai sauté dans la voiture et j'ai pris la route. Il est monté dans son camion et m'a suivi tout le long de la descente. J'ai fait quelques virages fantaisistes et quand nous sommes arrivés à la ville suivante, je l'ai semé. Le lendemain, au travail, je lisais un journal qui publiait le portrait d'un homme qui tuait des femmes en se faisant passer pour un chauffeur routier qui les arrêtait parce que leur voiture avait un problème. J'ai appelé la police de Mendocino, je me suis rendu au poste pour faire une déposition et j'ai regardé les photos d'identité judiciaire. Le tueur a été arrêté peu après et je me souviendrai toujours que c'est probablement mon fils qui m'a sauvé la vie en montrant sa tête ainsi. J'étais séparée de ma femme et elle avait commencé à fréquenter un autre homme. Cela me dérangeait qu'il fréquente mes enfants si rapidement. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que cet homme était marié et avait 2 enfants dont un bébé. J'en ai parlé à mon ex-femme qui s'est immédiatement mise à le défendre. Heureusement, leur relation a pris fin, mais peu après, en regardant les informations, j'ai vu qu'un suspect avait été arrêté pour le meurtre d'une jeune fille de 15 ans dans une affaire qui était restée non résolue. C'était lui. Quand ils ont prononcé son nom, j'étais stupéfait. Ils ont montré une photo de la victime qui ressemblait beaucoup à mon ex-femme. Lors du procès, le principal témoin à charge était la femme de cet homme. Et il s'avère qu'elle était tellement furieuse qu'il a eu une liaison avec mon ex-femme qu'elle a appelé la police et leur a dit qu'il avait tué la jeune fille. Le type est maintenant en prison. Ils ont même couvert l'affaire dans une de ses émissions policières. Plusieurs de mes amis m'ont raconté qu'ils avaient travaillé chez Bojangles ou Taco Bell avec le tueur en série condamné Henry Louis Wallace à Charlotte, en Caroline du Nord. Il semble que Charlotte était un endroit dangereux dans les années 80 et 90. J'ai vécu avec un homme comme ça, je suppose. Mon ex-fiancé a passé 30 ans en prison et pendant cette période, il est devenu un membre haut placé d'un gang. En prison, il a été impliqué dans le meurtre de plusieurs autres détenus, notamment, mais pas uniquement, des pédophiles. Quoi qu'il en soit, quand nous étions ensemble, il me racontait ce qui s'était passé et malgré son côté dur à cuire, il s'allongeait dans mon lit
et pleurait en me disant à quel point il se sentait horrible en tant qu'être humain pour avoir pris des vies. C'était assez bizarre. Spoiler, il a fini par retourner en prison, mais cette fois-ci, il ne reverra plus jamais la lumière du jour. C'était triste, d'une certaine manière, de voir quelqu'un d'aussi institutionnalisé et pourtant d'être amoureuse de lui en sachant qu'il n'était pas fait pour ce monde, celui de la liberté, et que la vie de toutes ces personnes impliquées avait été gâchée. Steve Brooks de St. Pete, en Floride, était un ami très cher. Il avait passé du temps en prison et vivait désormais à l'extérieur. Sa famille venait d'emménager dans la région et il passait du temps chez moi, apprenait à mes enfants à reconnaître les personnes qui essayaient de leur vendre de la drogue, aidait ma famille à s'acclimater à la région. Nous avons fait des barbecues avec lui et sa famille et avons passé beaucoup de temps avec lui. Je savais qu'il avait été criminel auparavant, mais j'avais l'impression qu'il avait vraiment changé. En 2017, une personne pour laquelle il travaillait a été assassinée dans un parking et quelques mois plus tard, il a entraîné la police dans une course-poursuite de la Floride à la Pennsylvanie en passant par l'Alabama. Il a assassiné un couple de personnes âgées et volé leur voiture. Steve a fini par être abattu par la police parce qu'il n'a pas capitulé. Je souhaite aux familles de ces victimes toute la paix du monde. C'était une fin très triste pour ce qui semblait être un nouveau départ pour cet homme. Mon mari et moi vivions à Buffalo, dans l'État de New York. Nous avons eu affaire à l'abuseur des pistes cyclables, alias le tueur des pistes cyclables, qui a commis une série d'abus et de meurtres autour des pistes cyclables de la région entre 1975 et 1994. À l'époque, Artemio Sanchez, faisait la une des journaux car les progrès de la technologie ADN ont permis de le relier au décès et au meurtre, innocentant et libérant Anthony Capozzi, qui purgeait une peine pour cette condamnation. Quelques jours plus tard, mon mari, alors mon petit ami, est venu me chercher chez mes parents. Il s'est retourné et m'a tendu une grande photo de son équipe de baseball junior en me disant « Hey, tu reconnais quelqu'un ici ?» J'ai vu un de ses amis, Paul, mais je n'ai rien remarqué d'autre. Il a alors pointé du doigt l'entraîneur et m'a dit « Tu le reconnais ? C'est l'entraîneur Sanchez, l'entraîneur Artemio Sanchez. » Il a poursuivi. Je viens de parler avec Paul et nous avons pensé que cette photo avait été prise juste après qu'il ait commis son deuxième meurtre. Mon mari ne se souvient pas très bien de Sanchez car cela remonte à longtemps, mais il a dit que d'après ses souvenirs, c'était un type normal, rien d'extraordinaire. Au total, Sanchez a été appliqué dans jusqu'à 15 abus entre 1975 et 1994, ainsi que dans les 3 meurtres, mais on soupçonne que le nombre réel est bien plus élevé. Sanchez est décédé récemment, le 29 septembre 2023, alors qu'il purgeait une peine de 75 ans de prison, dans ce qui a été jugé comme un suicide. Donc c'est vraiment des personnes qu'on peut croiser tous les jours, qui sont pas si différentes au final. Bon, mention pour l'histoire numéro 13. En tant que sœur, j'aurais dit c'est pas grâce à Dieu que j'ai été sauvée, mais grâce à mon frère. Et sinon, ouais, travailler dans le même endroit que quelqu'un comme ça doit faire quand même très bizarre. Au final, la petite histoire racontée au tout début en intro, pas si loin de la réalité. Vous en pensez quoi ? Partagez-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié ce type de vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour essayer de m'encourager à continuer dans la même voie. Si vous voulez en entendre plus sur les tueurs en série, en évitant d'aller à l'exposition qui va bientôt se terminer, vous pouvez aussi checker mon autre vidéo sur le sujet. Merci, à bientôt.